Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous, j'espère que ça va bien pour toi. Alors, je commence une nouvelle série de vidéos. C'est un petit challenge, un petit défi que je me lance à moi-même. Alors, je me laisse carrément le temps de le faire, hein. C'est-à-dire que j'avais envie de vous livrer ce que je sais, mon savoir, mes interprétations aussi, mes ressentis par rapport à toutes les 78 cartes de tarot. Et donc, je vais faire une vidéo par carte. Là, je pense commencer par les arcanes majeures, mais honnêtement, je me donne totalement le droit de modifier l'ordre. J'avais très envie de commencer par le fou parce que c'est une super carte de commencement. Mais du coup, j'ai vraiment envie de me mettre dans ce challenge, de vous offrir, en tout cas mon interprétation et ma vision de toutes les 78 cartes et peut-être pouvoir approfondir vos propres réflexions, vos propres conceptions, ce que vous savez aussi de l'histoire tout simplement de ces cartes. Sachant que c'est un processus qui ne sera jamais fini. Et je pense que si j'arrive à tenir mon défi, si j'arrive au bout des 78 cartes, j'aurai qu'une envie, c'est de le recommencer parce que j'aurai entre-temps acquis d'autres connaissances sur les cartes de tarot et que je me dis que là, la vidéo que je fais au sujet du fou, eh ben, ça va être... franchement, je vais me dire que franchement, hein, c'est carrément incomplet ou j'ai carrément fait des erreurs, etc. Donc, je me laisse aussi quelque part cette indulgence, cette marge d'erreur que j'ai le droit de faire parce que oui, j'admets que mon savoir sera toujours relativement incomplet. En tout cas, j'avais envie de vous livrer là ce que je savais là à un instant T de ces cartes de tarot, comment je les ressentais, ce que ça faisait vibrer aussi comme philosophie de vie chez moi, qu'est-ce que je pouvais en tirer comme leçon de vie. Et donc voilà, et on commence aujourd'hui avec la carte du fou. Alors, je vais surtout me servir de la carte du Rider-Waite-Smith, sachant que j'ai sorti d'autres jeux de tarot. Je vais aussi vous montrer d'autres cartes du fou. Je vais te montrer ma préférée. Mais voilà, elle me sert de point de référence parce que le jeu de Waite-Smith reste quand même mon jeu de référence. C'est une carte qui est reliée à l'élément air et qui est reliée à la planète Uranus dans l'astrologie. Donc, dans la planète Uranus, on a cette énergie de liberté de ton, cette énergie de l'inventeur, cette énergie d'innovation, cette énergie très adolescente de celui qui ose, celui qui se lance, celui qui a des idées nouvelles. Donc, ça correspond bien à cette carte du fou. Ce qu'il y a aussi à en dire, c'est que la carte, elle est souvent numérotée 0 ou dans le tarot de Marseille, elle n'est pas numérotée du tout. Dans certains jeux de tarot, mais j'avoue que j'en possède pas dans ce genre-là, elle porte le numéro 22, c'est-à-dire elle arrive après la carte du monde. Mais en gros, pour moi, le numéro 0 ou le numéro rien du tout, ça signifie le fait que le fou n'est pas de place vraiment définie. Il fait pas vraiment partie du jeu en fait. Et ça lui offre une forme de liberté totale. C'est avant tout une carte de liberté pour moi. C'est quelque part la carte d'avant la décision. Et du coup, on se retrouve dans un espèce d'élan complètement pur. Et on est également dans une carte encore qui est dans la non-direction, c'est-à-dire la non-réflexion. D'où le grain de folie, pardon. D'où le précipice, parce qu'on peut faire des choses vraiment très imbéciles dans cette carte du fou. La carte pour moi du jeu de tarot qui représente le mieux cette énergie de lancement complètement dingue. Et, ouais, dingue, effectivement. C'est ce fou-là du Marial Tarot où on voit qu'il a déjà sauté en fait. Et c'est un élan pur, une joie pure, mais alors on sait carrément pas où est-ce qu'il va atterrir. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette carte. Alors avant tout, le fou, c'est celui qui va cheminer à travers tous les arcanes majeurs. Je trouve que la carte du tarot de Marseille est très représentative de ça parce que dans le Rider-Waite-Smith, on voit vraiment que c'est un élan, une prise de risque, un saut dans le vide. On n'a plus cette idée de cheminement dans le tarot de Marseille, donc le tarot le plus classique quelque part. Mais on est face à ce fou qui va sauter dans le monde de tous les arcanes majeurs. Il entame une nouvelle aventure et ça va devenir lui le héros du voyage en fait. C'est comme si lui n'était pas représentatif d'une étape à passer, mais que ça représente juste, ça incarne juste vous, alors que vous allez entamer un projet, une route spirituelle, etc. Si on doit le représenter dans un film ou dans une histoire, c'est toujours le héros dans sa quête du monde et aussi dans sa quête de soi. Et s'il y avait besoin de vous le représenter, franchement, choisissez n'importe quel film que vous aimez et qui démarre une quête. C'est-à-dire, ça peut être Luke Skywalker, ça peut être Harry Potter, ça peut être Frodon, etc. Ça peut être absolument tous les héros de contes de fées.
Donc c'est celui, en gros, sur qui repose l'histoire et il va mener une quête dans l'histoire et en même temps, ça va être une quête de lui-même. Et c'est celui, quelque part, qui va donner vie et sens à tous les autres arcanes majeurs. Sinon, les autres arcanes majeurs vont rester des portes vides qui ne vont pas être animées. C'est juste des représentations. Tant qu'elles viennent pas être animées et qu'elles servent pas, en fait, au fou, elles servent juste à rien du tout. Ça reste des portes vides. Et il faut se dire aussi, pour moi, que le fou va faire un espèce de saut dans le vide à chaque grand passage dans les grands groupes d'arcanes majeurs en tout cas. Alors les arcanes majeurs, ça j'y reviendrai de temps en temps à travers ces explications de cartes. On peut les classer pour moi en deux grandes en typologies de groupe, on va dire. Soit on les classe dans l'ordre Tarot de Marseille, c'est-à-dire qu'on a deux parties. Première partie de 1 à 10, deuxième partie de 11 à 21. Jusqu'à la carte du monde. C'est-à-dire que là, le fou, il va avoir un grand saut à faire entre la roue de fortune, la carte 10, et la force, la carte 11 dans le tarot de Marseille. Et donc faire un grand saut entre le cheminement de l'inconscience à la construction de soi, qui est la première partie de 1 à 10, et il va passer ce saut où il va commencer un nouveau cheminement de la construction à la plongée dans notre propre inconscient, donc toutes les arcanes de 11 à 21. La classification selon le Rider-Waite-Smith, c'est 3 lots de 7 cartes en fait. Donc on a de 1 à 7, de 8 à 14 et de 15 à 21 la carte du monde. Donc on va, et le fou il va à chaque fois faire le grand saut entre ces trois grandes étapes de 3 groupes de 7 cartes. Donc il va sauter du niveau de la construction dans le monde visible au niveau de la construction de soi, c'est-à-dire il va passer de la carte du chariot à la carte de la force, qui est 8 dans le tarot de Rider-Waite-Smith. Et ensuite, il va sauter du niveau de la construction de soi, de la tempérance, au niveau du lien avec l'universel, c'est-à-dire le diable. Et ensuite, on retrouvera toutes les cartes cosmiques. Mais à chaque fois, c'est lui, enfin, on retrouve cette énergie du fou quand on rencontre ce grand passage de vie qui se fait, ce grand shift dans la vie qui peut se faire. Et ça demande un courage de fou de faire ces sauts. Ouais, un courage de fou, c'est le cas de dire. C'est juste que on sent cette énergie du fou quand on est prêt à conquérir un autre champ à neuf. Je voulais te montrer cette carte-là, qui est vraiment, c'est le Shadowscape Tarot, ça, c'est le tarot des mondes oniriques en français. Je trouve qu'on est vraiment face à cet envol, à cette liberté, à cette folie, à se retrouver face au vide et de se lancer pour sauter, d'être dans cette inspiration avant de se jeter. Je crois que c'est ma carte préférée en termes de fou, cette carte-là. On le retrouve aussi, comme je te l'ai montré, dans le Mariel Tarot, qui est vraiment l'élan, le saut qui est accompli. Donc, il y a vraiment cette idée de se lâcher et de passer d'un niveau à l'autre aussi. Kim Huggins, dans son livre, qui est derrière moi, bon, je te le sors pas, mais c'est Tarot 101, elle fait une classification un peu spéciale des arcanes majeurs et en fait, elle classe le fou avec 2 autres cartes dans les arcanes majeurs. Elle appelle ça les arcanes majeurs de démarrage et de progrès qui sont le magicien et le chariot. Attends, je te les trouve. Voilà, elle les classe avec ces 2 autres cartes-là. C'est-à-dire que pour elle, le fou, c'est le débutant et le héros. Ensuite, avec la carte du magicien, on est dans le fait de trouver sa direction, son but. Et avec la carte du chariot, on est vraiment dans le fait d'avoir entrepris le voyage. C'est bon, on s'est lancé, on fait le truc maintenant. Donc, j'aimais bien cette mise en perspective avec ces deux autres cartes, sachant que toutes ces cartes, c'est des cartes de démarrage et de progrès. Ensuite, dans la plupart des cartes du fou, on va retrouver, enfin en tout cas celles qui collent à l'esprit Rider-Waite et celles qui collent à l'esprit Tarot de Marseille, on va retrouver un petit chien. Et donc le petit chien, ça incarne vraiment l'instinct primitif, également la confiance en cet instinct. Ça représente vraiment son soi intérieur, des fois son soi inconscient et ses pulsions primitives. Et si je peux faire un petit détour sur cette idée de petit chien, c'est un chien auquel on va prêter attention. C'est quelque chose qui est familier, c'est quelque chose dont on s'occupe, c'est quelque chose avec lequel on prend du plaisir aussi. Mais c'est quelque part notre petit démon. Et ce démon, il va rester petit
Si on y prête attention, si on le nourrit un petit peu, si on le domestique, si on prend du temps à ça. Parce que le démon qu'on ne soigne pas, qu'on fait semblant de pas voir, et là le fou il est à la limite de prendre le chien en charge ou carrément de l'abandonner, parce qu'il semble pas y faire vraiment très attention, il a un peu le nez en l'air le mec. Si on ne passe pas du temps avec ce chien, si on ne prend pas attention à ce chien, ça peut devenir chez nous, étant donné que c'est quelque chose de figuré de l'inconscient, ça devient une ombre terrible qui peut vraiment prendre toute la place. Le chien, en fait, il devient facilement une sorte de cerbère, c'est-à-dire un instinct débridé, parce qu'on fait semblant que c'est pas grave ou que ça existe pas en nous. Non, moi j'ai pas de petit chien chez moi. Et du coup, ça se met à prendre toute la place et à bouffer toute notre vie. Donc j'aime bien cet aspect petit chien dans le sens où faut prêter attention à nos petits démons. Et tant qu'on prête attention à nos petits démons, ça reste des petits démons. Et les choses qu'on décide de complètement renier deviennent une énorme part d'ombre qui finissent par un peu écraser toute notre vie. Petit détour également sur la rose blanche que tu vois là. La rose en général, c'est la passion, c'est l'amour dans les jeux de tarot. Et avec le blanc, c'est également la pureté. Il y a avec ce truc de passion, d'amour et de pureté, on peut assimiler cette carte au dieu Eros, donc le dieu de l'amour qui lance sa petite flèche de l'amour là. Eros, c'est un dieu un peu malin aussi parce qu'il joue des tours et il rend fou. En fait, parce que quand Eros nous a aussi piqué de sa pointe, que ce soit de l'amour ou que ce soit de la passion pour quelque chose, on agit en étant souvent considéré comme complètement fou. On fait des choses qui ne sont pas du domaine du raisonnable. Donc j'aime bien ce lien aussi avec Eros et la passion qui rend fou ou l'amour qui rend fou. Autre petit symbole, le fou voyage léger, il a un petit sac. Donc, on peut voir que le fou, il a peut-être déjà une expérience, dans certains cas, mais il subit pas vraiment de poids de cette expérience. Il se trimballe pas un énorme sac à dos de ouf, là, et il se donne le droit de repartir à neuf avec le minimum de bagages possible. Autre symbole, on a le bâton. Alors, ça résonne vraiment avec les cartes de bâton dans le jeu de tarot, c'est-à-dire des cartes de décision, de pouvoir, de volonté. On le retrouve dans la carte du magicien. On le retrouve, tiens, je les ai là. Dans la carte du magicien, on a ce bâton. On le trouve dans la carte du chariot. On le trouve dans la carte du monde. Donc, on retrouve également ce bâton dans la carte du monde. On voit d'ailleurs que dans la carte du fou, on a le seul bâton qui est noir. Et ensuite, il est carrément blanc sur ces cartes-là. Il est plus clair sur cette carte-là du chariot. Mais en fait, ce bâton, surtout dans la carte du magicien et la carte du monde, ça représente vraiment une idée de maîtrise. Et ici, c'est pas du tout utilisé comme un outil de maîtrise ou de pouvoir. Ça restait un état de pur potentiel, c'est encore noir, ça n'a pas atteint son plein potentiel. Il y a vraiment cette idée de on a un bâton et on s'en sert pas. On a un outil de pouvoir, on a un outil de volonté, et on s'en sert pas du tout. Et là aussi, on retrouve ce sens de fou idiot, parce que c'est idiot de se servir de son potentiel pour porter un petit baluchon, quoi. Je veux dire, il pourrait servir à quelque chose de beaucoup plus grand. C'est une idée de non utilisé encore, de volonté non utilisée. Si on prend le fou au sens médiéval, et d'ailleurs on a le fou du tarot de Marseille qui porte vraiment un bonnet de fou, c'est celui qui va amuser et qui va défier l'autorité. On a aussi cette idée de carnaval dans le sens la fête des fous où les valeurs vont se retrouver complètement inversées, où les serviteurs peuvent se déguiser en grands seigneurs, etc. Et c'est la carte de se donner tous les droits, c'est une carte de provocation. On est dans la critique d'un système établi. Ça me rappelle notamment, mais j'ai pas de carte qui fasse vraiment penser à ça, mais au Joker dans Batman. Et en fait, le Joker, ça incarne bien dans un jeu de cartes classique, un jeu de cartes à jouer, c'est une carte hors du rang, ça ne fait pas vraiment partie du jeu, c'est une carte hors du rang. Donc le Joker est hors du jeu, comme le fou est un peu hors du jeu dans le tarot. Et du coup, c'est celui qui va défier justement la structure, c'est celui qui va défier l'autorité, c'est celui qui va défier la morale. Et en ça, il peut aussi représenter un danger. Il y a quelque chose de grinçant, il y a quelque chose de pas correct en fait, de pas tout à fait à sa place. Je vous invite à penser dans le monde actuel, parce que dans notre monde actuel, on n'a plus de fou du roi à proprement parler. Par contre, on a des shows télévisés type Guignol de l'info. On a des shows télévisés qui vont dénoncer le pouvoir établi sur ce ton grinçant, sur ce ton
humoristique, sur ce ton caricatural. Et quelque part, le fait de dire « Ah, mais c'est de l'humour et de se prendre soi-même pour un gros idiot ou d'avoir des visages un peu grotesques, ça peut faire passer, ça peut faire accepter des idées qui peuvent être controversées parce qu'il y a une espèce de licence qui est mise sur le monde de l'humour. Je te montre une autre carte que je trouve super intéressante parce que ça illustre bien un des principes du tarot. Elle se ressemble, tu vois, là j'ai mon tarot du funambule en fait. Et le fou n'a carrément pas de visage. Alors pour le coup, il est en chemin, mais il n'a pas de visage. Et parce que ce fou résonne très fort avec une idée de vide. En fait, à chaque arcane majeur correspond une lettre hébraïque. Et pour la carte du fou, c'est la lettre Aleph. C'est la toute première lettre de l'alphabet hébraïque. Et c'est pas une lettre sonore, en fait. C'est une lettre juste silencieuse. Et l'idée, c'est tout commence par le vide. Il faut assimiler ça à l'inspiration qu'on prend avant de parler. C'est blablabla, 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 blablabla. Faut pas oublier qu'on est quand même dans l'élément air avec ce fou. Donc ça, ce fou qui est encore rien, c'est pour moi le truc qu'il y a avant le Big Bang en fait. Et dont on ne sait rien en fait, c'est le rien avant l'explosion de faire quelque chose. Le Aleph, c'est aussi la première lettre des 10 commandements. Et du coup, c'est Dieu qui est l'esprit, qui est le souffle, qui est le vide, qui est aussi cette autorisation d'être rien et d'être tout à la fois. Alors pour illustrer, je vais aller plus loin dans cette idée de vide parce que c'est assez conceptuel quand même. Dans les contes de fées, donc le fou c'est le héros des contes de fées. Et dans les contes de fées, on a les frères et sœurs qui sont souvent plus âgés, on a une belle-mère ou des choses comme ça, qui sont assez intelligents la plupart du temps. Ils font des complots, ils font des plans. Et la plupart du temps, c'est un échec cuisant. Ils se font démolir la tronche à la fin du conte de fées parce que la vie ne se déroule pas selon leurs attentes et leurs prévisions. Mais le fou, donc le héros, ne prévoit rien. Que dalle. Il sait même pas comment prévoir, il n'a même pas l'idée de prévoir, enfin l'idée de plan ne l'a même pas effleuré. Et il fait juste que agir selon la vie telle qu'elle se présente. Et du coup, il est dans la réussite à la fin du conte de fées parce qu'il a été dans une extrême adaptation à ce qui pouvait simplement se présenter et lui arriver. On est aussi, je voulais revenir par rapport à ce vide primaire du fou, à l'idée de la culture ou de la personnalité. La culture, c'est au niveau vraiment de la société. La personnalité, c'est vraiment au niveau du soi, de nous. En fait, on construit nos idées de la vie en fonction de nos expériences et de nos valeurs. Quand on se définit nous-mêmes, on se définit en tant que notre personnalité, c'est-à-dire comme la somme de toutes les expériences qu'on a eues au cours de notre existence. Et si on voit ça au niveau plus général, au niveau de la société, on définit une société par sa culture, c'est-à-dire que on définit une société comme l'histoire d'un peuple, comme des croyances communes, comme des valeurs communes, comme un territoire commun. Et il y a une espèce de confusion entre toute cette définition des valeurs communes, de l'histoire commune, ou bien pour nous, de nos expériences, de nos valeurs, et on prend ça pour ce qu'on est réellement. Alors que fondamentalement, il s'agit juste d'une espèce de construction mentale ou d'une construction historique. Et le fou, il vient nous rappeler ça. Il vient nous rappeler que la vie, c'est pas un ensemble de règles, c'est pas un ensemble de valeurs, c'est pas un ensemble de croyances, c'est pas un ensemble d'histoires. C'est quelque part autre chose, peut-être de plus profond, et en même temps, c'est rien de spécifique. Tant qu'on le nomme pas, on peut pas mettre le doigt dessus. Et c'est un espèce de vide premier, de juste un souffle, un rien. Et du coup, j'aime beaucoup cette idée dans le Line Strider Tarot, là, enfin, le tarot du funambule, d'être sans visage, c'est-à-dire sans personnalité définie. Et le fait est aussi que c'est juste super dur à supporter, ce vide en nous. C'est insupportable même, je veux dire. Aucun de nous ne se définit par vide. J'ai essayé de travailler à titre personnel sur cette idée, surtout à travailler ça en yoga en fait, de se dire que nous, notre esprit à nous, ce qui fonde notre nous, c'est juste notre souffle. Et c'est pas autre chose. Le reste, c'est quelque chose de très construit en fin de compte. Et en fait, c'est dur de se rattacher à cette idée. C'est quasiment impossible de rester longtemps à adhérer à cette idée. On a quand même besoin d'être quelque chose de plus défini, de plus palpable, de plus nommé. Et
on se raccroche à ce système culturel ou à notre propre histoire ou à notre propre monde physique parce que ça nous aide à combler ce vide, ça nous aide à donner un sens, ça nous aide à nous donner une direction, ça nous aide à nous définir et du coup à agir dans le monde. Je veux dire, le fou, c'est un état de vide qui est finalement intenable. C'est pas possible de rester dans l'état du fou. D'ailleurs, c'est pas un état, le fou. On ne peut pas rester dans le rien. On ne peut pas rester dans cette folie du rien. C'est impossible de vivre dans le monde juste avec nos seuls instincts. On a besoin de planifier. On a besoin de s'insérer parmi les autres humains. On a besoin de dialoguer, etc. Donc, on va forcément dépasser cet état de fou et dépasser cet état de vide et dépasser cet état de folie. On peut remarquer d'ailleurs que quand on n'a plus de base du tout, je t'invite à penser à ces gens, par exemple, qui perdent leur conjoint, enfin ils se font quitter, et en même temps, ils ont peut-être leurs parents qui sont décédés, et ils perdent leur travail, et du coup, ils perdent leur habitat. Il y a plus rien à quoi se raccrocher, vraiment, physiquement, hein, et du coup, ils tournent facilement à la folie, parce qu'il n'y a plus de base, parce qu'ils n'ont plus rien, parce qu'il n'y a plus de repères. Et ils sont obligés de dépasser ce stade du fou, parce que c'est vraiment de la folie de ne plus rien avoir, et de reconstruire quelque chose. C'est vraiment une question vitale. Sinon, on sombre dans une folie mortelle, en fin de compte. C'est aussi, alors là, je vais te montrer une autre carte. Ça retrouve cette idée de vide, hein, mais c'est le fou dans le Wild and Noun, qui est vraiment un tout petit poussin qui va se jeter de sa branche, là. Ça me fait penser, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, ces images des canards qui ont grandi dans des troncs d'arbres et qui se jettent dans le vide et qui vont tomber dans les feuilles et qui se lancent alors que c'est terriblement haut pour eux, mais c'est pas grave, ils le font quand même. Enfin, et j'aime bien cette image du fou, effectivement. Et en fait, je voulais juste illustrer avec ça cette idée que le fou, c'est quelque part le bébé qui vient de naître et qui a pas encore la conscience de se dire qu'il est un être séparé des autres personnes. Il est à la fois rien du tout et à la fois le grand tout, parce qu'il n'y a pas cette conscience d'être un soi séparé. Et du coup, j'aime bien cette carte. C'est la seule carte que j'ai où c'est vraiment représenté en tant qu'enfant, toute petite chose en fait. Et donc le fou, il est incapable de recul, il est incapable d'auto-observation, il est incapable de conscience de soi, comme un bébé qui vient de naître. Et il va passer à travers les étapes des autres arcanes majeures en portant ce fou instinctif en soi et va devenir peu à peu de plus en plus conscient de nous, du monde, de sa famille, des autres gens, de l'univers, etc. Il va élargir sa conscience petit à petit et être de moins en moins dans ce juste souffle primaire. Je voulais aussi revenir à autre chose qui est dans le fou. Et on le voit le mieux dans les cartes où il y a vraiment cette idée de saut. Donc dans celle-là, enfin, j'ai d'autres cartes du fou. Hein, là, j'ai vraiment sorti ceux parmi mes jeux qui me parlaient le plus pour cette carte-là. Donc le Waite Smith, le Mariel Tarot, le Shadowscapes Tarot. Il y a cette idée de chute en fait, de on est au bord d'un précipice et qu'il y a quelque chose à perdre également. Donc je trouve que cette carte du fou nous parle beaucoup du mythe de la chute. On retrouve ce mythe de la chute dans toutes les cultures. Il y a une histoire d'un paradis perdu dans toutes les religions, toutes les cultures, où un paradis perdu, c'était un lieu super chouette, là, où personne ne mourait, où personne ne souffrait, où personne n'avait faim, où personne ne se disputait, etc. Donc bon, c'était le pied absolu, intégral, tout le temps. Et il y a cette sensation qu'on retrouve chez tous les êtres humains d'avoir perdu un passé parfait. On est nombreux à soupirer déjà sur le passé juste il y a quelques années, donc quelque chose de connu, mais il y a quelque chose comme une attente profonde chez tous les êtres humains de retrouver quelque chose qui a été perdu il y a longtemps et qui était parfait. Au fond de nous, on a une partie qui a envie de retrouver ce lieu où tout n'est qu'amour, où tout n'est que plaisir, et on se dit du coup que quelque chose de terrible est arrivé et qu'on a perdu ça. Et je trouve que le fou représente bien cette perte de cet état d'innocence et du coup ce besoin chez nous de retrouver cet état d'innocence et cet état de perfection. On sait aussi que dans la réalité historique, je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu cette période de perfection qui est arrivée. Ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu d'état parfait. Les êtres humains ont toujours eu faim. Les êtres humains ont toujours eu à se protéger de danger. Les êtres humains se sont toujours relativement combattus entre eux et ont vécu des moments d'amour parfait aussi entre eux. Mais je veux dire, il n'y a jamais eu d'état vraiment proprement parfait où tout allait bien et que c'était paradisiaque. Donc, mais il y a quand même ce mythe du paradis perdu, et ce mythe, il n'est pas pour autant un mensonge. C'est pas parce que c'est un mythe qui a jamais eu de réalité historique et physique que c'est pas pour autant vrai. On le porte quand même en nous. Le plus important peut-être à retenir de cette histoire,
c'est que c'est pas le sentiment de perfection, mais c'est le sentiment de perte, le sentiment d'avoir chuté. On a une intuition que la vie, elle peut être plus belle, qu'elle peut être plus joyeuse. Et de savoir qu'on a perdu ça, cette beauté et cette joie, eh ben, ça correspond aussi à un espoir qu'on peut retrouver ça un jour. C'est une super carte d'espoir, en fait, le fou. Donc, la leçon qu'on va apprendre avec tout ce parcours, en tout cas dans les arcanes majeures du tarot, parce qu'il y a une vraie leçon à en retirer, à la fin du voyage dans les majeurs, on arrive à cette carte du monde. Je regardais si c'était bien la bonne. Parce qu'on a été vraiment dans un parcours d'éveil de conscience. On part de l'envie d'innocence, c'est-à-dire cette envie du paradis perdu. Ça se découvre, ça se travaille et ça vient se transformer finalement en sagesse. Ok? Donc le mythe de la chute, même si on le prend vraiment sous sa conception chrétienne, c'est finalement peut-être une bonne chose parce que Adam et Ève, ils perdent le paradis, certes, mais pour que plus tard le Christ pour qu'il puisse y avoir un avènement christique en fait, pour que ce Christ puisse guérir l'humanité et pour qu'il puisse éveiller aussi les gens à un autre niveau de conscience. Là, on retrouve la carte du pendu qui pour moi est une carte christique. Je ne vais pas te la chercher maintenant. Mais effectivement, pour qu'un autre niveau de conscience soit atteint et que finalement on puisse aller vers cette carte du monde. Si on reste au stade de l'innocence enfantine où tout se passe méga super bien, jamais on peut réellement évoluer. Donc c'est une carte de perspective d'évolution et d'espoir qui est très 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 forte et que je vois dans ce fou. Je crois que j'en ai fini. Attends, je veux juste quand même te montrer la carte dans le tote. Parce qu'elle me paraît intéressante aussi. Là, je retrouve vraiment cette énergie de farce aussi qu'on retrouve facilement dans le fou, cette joie première. Mais je ne vais pas me lancer dans la grande explication de la carte de Thoth. Et je voulais revenir à celle-là qui est sans doute ma carte préférée pour la carte du fou. Hésite pas à me dire ce que tu as pensé de tout ça en commentaire. Si tu veux aller plus loin avec moi justement sur ma perspective du tarot, je te mets un lien sous la vidéo, tu pourras souscrire. Ça s'appelle L'île Tarot avec moi, c'est complètement gratuit. C'est un petit parcours en vidéo qui t'emmène dans ma perspective propre du tarot. Donc tu en sauras un peu plus et puis ça te permettra en même temps d'être inscrit à ma newsletter et du coup de recevoir de mes nouvelles régulières, d'être au courant des fois en avant-première des cours que je peux lancer, etc. Et du coup, de me suivre un petit peu, en tout cas, c'est ce que j'espère. J'espère que ça t'a plu. Je me réjouis de faire les autres cartes, du coup. Je t'embrasse bien fort et je te dis à tout vite. Salut!